Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Damien Caillot, le président de H-Up Entrepreneur. Il vient de nous présenter son association, les trophées remis en décembre dernier et commenter ce chiffre. 39% seulement des personnes en situation de handicap en France ont un emploi. Dans notre débat, il sera question de la transition des domaines viticoles, que pèsent les vins bio, les vins nature, comment protéger la biodiversité, utiliser moins de pesticides, comment s'adapter au réchauffement. Réponse tout à l'heure. Et puis dans notre rubrique Start-up, je vous présenterai Revali qui veut booster le réemploi des matériaux dans le secteur du BTP. Inclusion, viticulture, bâtiment, 3 grands thèmes, 30 minutes pour les découvrir. C'est parti. L'invité de ce Smart Impact, c'est Damien Caillot. Bonjour. Bonjour Thomas Hugues, merci beaucoup pour l'invitation. Bienvenue, vous êtes le président de H-Up Entrepreneur, également cofondateur de Quid, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans les politiques handicap. H-Up Entrepreneur, association qui existe depuis 17 ans. Bismart, Smart Impact ont souvent été partenaires, notamment des trophées. Déjà, on va commencer par présenter l'association en quelques mots. Alors en quelques mots, H-Up Entrepreneur, en fait, on a une vocation d'accueillir, d'accompagner et d'accroître. D'accueillir, en fait, toute personne en situation de handicap qui peut avoir un projet de création d'entreprise, qui peut aussi avoir déjà créé son entreprise et qui est dans un cadre peut-être de rebond, le cas échéant, ou de développement ou autre. On accompagne à ce jour, enfin on accueille à ce jour à peu près 800 personnes en situation de handicap qui sont créatrices de leur propre entreprise et on en incube à peu près 600 en fait par an. Et pour vous donner d'autres chiffres, pour vous donner quelques éléments et d'ordre d'échelle, en fait, il y a 8000 personnes en situation de handicap qui créent leur entreprise par an. 8000 par an. Donc nous, on en capte, si vous m'autorisez l'expression, à peu près 10%. De volonté d'ailleurs, et d'en capter un peu plus. Et comment vous les accompagnez? J'ai vu qu'il y avait une communauté de milliers, 7000 soutiens, des partenaires, des membres, des sympathisants. Qu'est-ce qu'ils apportent? Des conseils, de l'expertise, de l'accompagnement? Alors, c'est un peu tout cela, en fait. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle une communauté de bénévoles. Alors, avec un terme qui est un peu mal choisi, d'ailleurs, il va falloir qu'on travaille dessus, sur la sémantique, parce qu'ils sont bien évidemment bénévoles, mais ce sont des personnes qui sont à la tête de leur entreprise, des coachs, mais aussi des dirigeants, de jeunes dirigeants, enfin de jeunes cadres, parfois de cadres beaucoup plus confirmés, beaucoup plus capés. Et en fait, ces personnes-là donnent de leur temps sur elles, sur ce qu'elles ont en termes d'expertise, en termes de compétences, et dans du mentorat, dans du tutorat, d'apporter des conseils, des tips sur la faisabilité éventuellement du projet de création d'entreprise, mais aussi parfois sur l'obtention de prêts, de comment créer un business plan, d'un point de vue marketing, enfin sur tous les champs que l'on peut avoir quand on crée sa propre entreprise. Et alors, c'est toujours du gagnant-gagnant, le mentorat. Donc je vois bien ce que ça apporte aux personnes qui sont en train de créer leur entreprise et qui sont accompagnées par H-Up, mais ces bénévoles, je reprends ces coachs, quel retour d'expérience ils vous font? Alors, les retours d'expérience sont bien évidemment positifs, voire extrêmement positifs. D'une part, parce que très souvent, si vous m'autorisez une nouvelle fois cette expression, ils remplissent pour l'année suivante, donc ce qui est plutôt bon signe. Et est-ce que leur regard change aussi, parce que c'est une des questions centrales de votre action et aussi de notre entretien ce matin, est-ce que leur regard change aussi? C'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'en fait leur regard change, leur perception vis-à-vis du handicap, de ce que peut être une société inclusive. Quand je dis une société, pas qu'à l'échelle de l'entreprise, le monde dans lequel nous vivons, la ville, le pays dans lequel nous vivons, et en fait ça change complètement leur regard, et avec une notion en fait de se dire c'est possible en fait. Donc c'est possible à la fois pour la personne qu'ils accompagnent, mais même pour eux, en se disant, parce qu'on peut avoir parfois certaines représentations négatives vis-à-vis du handicap, en disant mais est-ce que la personne va bien pouvoir créer son entreprise avec ce type de handicap ou autre? Et en fait, on s'aperçoit que dans 99,99% des cas, on y arrive en fait. Donc c'est bénéfique et il y a vraiment ce côté win-win, ce côté un peu gagnant de part et d'autre. Je voudrais qu'on regarde un chiffre, la source c'est l'AGFIP, 39%, c'est le taux d'emploi des personnes en situation de handicap en France en 2023, c'était 38% en 2022. Bon, est-ce que c'est stable? Est-ce que sur le long terme, il y a quand même une amélioration? Quel constat, quel bilan on peut faire? Alors, on est quasiment aux 20 ans de la loi du 11 février 2005, donc c'est-à-dire dans quelques jours, on va fêter les 20 ans. Je serais tenté de dire, durant ces 20 années-là, il y a eu des avancées qui se sont faites, faut pas les négliger, faut même plutôt les mettre en avant.
Mais en revanche, on partait de tellement loin qu'il en reste encore beaucoup d'autres à effectuer de ces avancées. Ouais. Il reste encore plein de pas de géants à faire. Et en fait, en effet, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sociétés, mais beaucoup d'entreprises aujourd'hui, et quelle que soit leur taille, quel que soit le secteur d'activité, qui ont vraiment la volonté, en fait, de réellement devenir ce qu'on appelle handi-accueillante. C'est-à-dire se dire, mais moi, je veux mettre en place une politique handicap. Moi, je veux recruter des personnes en situation de handicap. Moi, je veux collaborer aussi avec des entreprises qui sont dans cet écosystème-là ou autre. Donc ça, bien évidemment. Et après, derrière, c'est comment ça se met en marche, parce qu'en fait, il y a aussi de la part, parfois, je le dis, et je suis moi-même en situation de handicap, donc je serais tenté de dire, je parle en connaissance de cause, c'est qu'il existe aussi parfois un peu une forme d'autocensure, parfois de personnes en situation de handicap, qui se disent, mais non, mais moi, je ne peux pas prétendre à tel métier ou autre, ou à cette formation, quand on est encore en scolarité ou autre, alors que pas du tout, en fait. Tout est possible, en fait, et fort heureusement. Vous souffrez de, alors c'est dur à dire, spondylarthrite ankylosante, c'est ça ? Bravo Thomas. Ouais, c'est un peu mon métier, donc heureusement que je ne m'en suis pas totalement sorti. Diagnostiqué il y a une quinzaine d'années, 16 ans, est-ce que vous avez craint de voir votre vie professionnelle s'arrêter ? Alors, moi non, je ne l'ai jamais ressenti. En revanche, moi je travaillais dans un grand groupe de l'agroalimentaire auparavant, avec une voie qui était un peu tracée, le cadre, différentes fonctions, autres, avec le sentiment de me dire, moi voilà, je suis voué à faire ma carrière peut-être dans ce groupe. Et un jour, on est venu me dire, c'est la médecine du travail à l'époque, qui m'a dit, mais Monsieur Caillot, vous pouvez continuer d'exercer votre métier. Il n'y avait pas d'incompatibilité entre ma fonction et, on va dire, ma maladie. En revanche, on ne voulait plus que j'emprunte le train, l'avion et surtout la voiture. À l'époque, j'étais directeur commercial, j'avais une 60aine de commerciaux sur l'ensemble du territoire. Vous vous doutez bien que si lui, d'un point de vue médical, ne voyait pas d'incompatibilité, moi j'en voyais beaucoup sur la continuité de mon métier. Et donc, je suis parti en formation RH pendant plus de 10 mois, en fait, pour me réorienter, en fait, parce qu'en me disant, même si je viens quitter cette fonction-là, je ne peux pas prétendre à faire ce métier-là ailleurs, puisque je vais avoir les mêmes obstacles, les mêmes barrières. Et donc, au sortir de cette formation, je me suis installé, on va dire from scratch, comme on dit, en partant vraiment d'une feuille blanche, pour faire ce que je fais maintenant à la tête des cabinets Quid et d'accompagner les entreprises. Vous avez créé ce cabinet Quid, cabinet de conseil spécialisé dans les politiques handicap. Je reviens à ce chiffre sur le taux d'emploi, parce que est-ce que ça explique aussi le fait qu'il y ait beaucoup de personnes en situation de handicap qui se disent « je vais créer mon entreprise ». Parce que soit parce qu'elles sont... il n'y a pas de quoi les accueillir dans les entreprises, soit parce que ce que vous disiez, il y a peut-être un peu d'autocensure. Est-ce qu'elles se disent, voilà, je vais créer ma boîte, ça sera plus simple, quoi. Très certainement, en fait, très certainement. C'est-à-dire que très souvent, il y a un projet de création d'entreprise sur une idée géniale, un outil génial, enfin bref, voilà, ça bien évidemment, ça existe. Mais il y a aussi les personnes qui se disent, mais moi je vais créer mon propre emploi, en fait. C'est-à-dire qu'à la fois en créant mon entreprise, je vais créer mon propre emploi avec tous les tenants, les aboutissants liés à ma pathologie ou liés à mon traumatisme ou liés à mon trouble, avec les aménagements nécessaires et sans subir éventuellement quelques aléas que certains ou certaines peuvent connaître, parce que même si je le disais, il y a des avancées qui sont faites et des pas de géants qui ont été faits, pour autant il en reste encore d'autres à faire. Donc, l'entrepreneur, vous avez remis au mois de décembre les trophées HUP Entrepreneur, c'était le 7e trophée, 36 lauréats, il y a pas mal de catégories différentes. L'entrepreneur de l'année, c'est Romain Defresne, son entreprise s'appelle Reuse ou Reuse. C'est quoi le service? Qu'est-ce qu'il propose? Alors Reuse, c'est un service, en fait, si vous voulez, de collecte de bornes ou autre, où en fait ça permet pour des produits usagés, en fait, que vous ayez un retour en fait sur des bons d'achat. Donc le système est très vertueux en fait. Et si je reprends l'exemple de Reuse, Romain est en situation de handicap en effet. En revanche, son activité n'est pas du tout. Elle n'est pas liée au handicap. Exactement. C'est ça aussi que je tenais à dire, c'est que parfois, et fort heureusement la plupart du temps, la création d'entreprise n'est pas liée entre guillemets au handicap ou pour compenser le handicap. Ça peut arriver, mais pas tout le temps. Oui, alors c'était justement la question que j'allais vous poser, parce que est-ce qu'il y a pas mal de femmes et d'hommes qui créent leur entreprise parce que leur propre handicap et passent sous les radars de l'action publique et donc ils se disent il faut bien faire quelque chose, donc allez, je prends mon bâton de pèlerin, j'y vais, quoi. Alors en effet pour le handicap, indéniablement. En revanche, on s'aperçoit aussi très souvent, c'est que les personnes créent leur entreprise liée à leur handicap, mais en fait pour compenser leur handicap. C'est-à-dire qu'ils ont l'idée, ils ont la solution, alors qu'elle soit technique, technologique ou autre, ils ont la solution pour permettre de compenser leur handicap. On a Pierre Delinage qui fait prix du public. Exactement.
directement, qui a créé Aphasix. C'est ça. C'est-à-dire que lui, ça répond réellement à un besoin. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé dans une situation où le personnel médical qui l'accompagnait ou autre avait un temps de vacances, et ce qui est parfaitement normal au mois d'août, sauf que lui, il savait que dans son temps, le moindre repos, ne serait-ce que de quelques jours, allait avoir des conséquences. Donc là, quelques semaines, ça allait être quelque chose de suffisamment pénible pour lui. Donc il a créé quelque chose, il a créé un outil Internet qui maintenant fonctionne, où les gens viennent, je dirais, adhérer, ou autre, et même le corps médical. C'est là où ça devient fabuleux, c'est que je dis souvent, les solutions qui sont souvent apportées pour compenser le handicap deviennent très souvent universelles. On le sait à travers le SMS, on le sait à travers la télécommande, qui ont été à l'origine inventées pour compenser le handicap. Et on s'aperçoit très bien que dans notre quotidien, qui que l'on soit, on les utilise fréquemment, même si le SMS peut-être un peu moins maintenant, parce qu'il y a d'autres applications le permettant. Mais pour autant, ça finit par s'universaliser. Merci beaucoup, Damien Caillot. Merci. Et à bientôt, bon vent évidemment à Chup et au trophée à Chup Entrepreneur. On passe à notre débat, la viticulture, les enjeux du bio, du réchauffement, de la sécheresse. Les enjeux de la viticulture au programme de notre débat. J'accueille Anne Besse. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la propriétaire du château de Céram, dans l'Aude, présidente de Famille Dexéa. Lorraine Odo, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, présidente du groupe Odo Vins et Domaines. Tiens, je commence avec vous. C'est combien de propriétés Je crois qu'il y en a en France, il y en a ailleurs. Alors nous, c'est donc 6 propriétés en France et à l'international. Donc aujourd'hui, en France, on a 2 propriétés. Une propriété dans les Coteaux d'Aix-en-Provence qui s'appelle le domaine du Vallon des Glauges. On a une propriété à Sancerre qui s'appelle le domaine Piton de Sancerre. On a 3 propriétés en Afrique du Sud. Une qui s'appelle Taille-Bosch, qui est un vin aujourd'hui assez d'exception. On a une autre propriété qui s'appelle Le Champ et une troisième qui s'appelle Pink Valley, venant du monde du rosé. Et on a une autre propriété qui est en Sicile, qui s'appelle Serra Ferdinandea. Voilà, ça fait un beau déjà à consommer avec modération, mais ça allume quelques papilles. Le château de Céram dans l'Aude, ça fait combien de temps qu'il est dans la famille? Parce que ça m'a frappé quand même, cette histoire. C'est une histoire familiale, effectivement, puisque le domaine est dans la famille depuis 1803. Voilà. 1803. Donc, dans le Languedoc depuis 1803. Et aujourd'hui, on a 4 propriétés, effectivement, le château de Céram, le château d'Argins, la tour Montrabèche, et puis les domaines Exéa, le domaine Exéa. Et en fait, notre particularité, c'est que ce sont 4 propriétés qui se touchent. Donc ça forme un ensemble de 600 hectares, 100% bio, avec des champs, des bois, des parcs, des vergers, des oliviers, et évidemment des vignes. Et alors, on rentre justement dans le détail. Ça veut dire quoi un vin bio? Parce qu'on parle de vin bio en biodynamie, de vin nature, donc il y a quand même quelques différences. C'est quoi un vin bio? Un vin bio, c'est un vin dans lequel on n'a jamais utilisé de pesticides de synthèse. On n'utilise que des produits naturels, qui sont les produits traditionnels qu'on utilisait déjà, c'est-à-dire du cuivre, pour la bouillie bordelaise, classique, éternelle. Il faut en mettre le moins possible, parce que c'est quand même du cuivre, et puis du soufre. Voilà. Vos vins, ils sont tous en bio, en biodynamie, en nature? Est-ce que c'est... Parce que quand on est dans des régions, des pays différents, j'imagine que les choix ne sont pas si simples à faire. Les choix ne sont pas si simples. Nous, donc, quand on a créé, on va dire qu'on a repris des propriétés, il y a des propriétés qu'on a reprises et d'autres propriétés qu'on a créées. Et donc, vraiment, l'idée, c'est qu'il y a des propriétés, donc on est rentré en conversion, et d'autres, on est en attente de certification. Par exemple, en Sicile, on a pris le parti pris, donc on a créé un domaine, et on s'est dit, quitte à commencer de zéro, autant commencer bien propre. Donc là-dessus, on est commencé directement en biodynamie. Et donc là, on est en attente de certification. Et l'idée, c'était vraiment, pour nous, c'est un vrai engagement, on va dire, l'impact carbone et aussi l'impact environnemental pour nos domaines. Et donc le bio, aujourd'hui, répond à... Est-ce que ça coûte plus cher? Est-ce que ça prend plus de temps de faire du vin bio? Oui. Oui, très clairement. Très clairement, oui.
Pourquoi ? Parce que vous avez déjà plus... Il faut être... En fait, l'agriculture bio, aujourd'hui, c'est vraiment d'être à l'écoute du domaine. Et donc, on va dire, je pense qu'aujourd'hui, et l'enjeu d'aujourd'hui, c'est avant, on traitait, et les traitements se faisaient d'une année à l'autre, quasiment systématiquement les mêmes dates. Et aujourd'hui, en fait, on rentre dans le vignoble, on étudie ce qui se passe dans le vignoble, et en fonction, on regarde ce qu'on fait. Donc, c'est vraiment ça, en fait, ce qui est important, c'est le côté de regarder ce qui se passe avec les enjeux qu'on a aujourd'hui, de dérèglement climatique. Et donc, en fait, d'une année à l'autre, les choses sont quand même très, très différentes. Les conditions climatiques changent, évoluent, et on n'a plus de vérité. Ouais. Et donc, il faut être attentif. Alors, on voit que le secteur est en difficulté. Il y a des arrachages de vignes dans le Bordelais, ce qui symboliquement, quand même, n'est pas neutre. Il y a plein de raisons, et certaines sont liées... bon, je ne vais pas rentrer dans la polémique avec j'ai beaucoup d'amis à Bordeaux, donc je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais ils ont quelques questions à se poser sur leur façon de faire. Est-ce que le secteur du vin bio souffre autant que le vin en général ? Non. Non. La commercialisation des vins bio n'est pas en décroissance, contrairement à la commercialisation des vins conventionnels. Donc, c'est plutôt même un marché en croissance. Alors après ça dépend des segments, mais c'est plutôt un marché encore en croissance. Ça veut dire qu'on consomme de moins en moins de vin, parce que c'est ça. C'est ça, il faut rappeler les chiffres. On consomme moins de vin, mais on consomme peut-être d'une façon différente, peut-être des vins plus qualitatif, et puis d'une façon différente à d'autres moments. Et je crois que le consommateur, d'une façon générale, attend des produits qui font du bien pour la santé, enfin, qui ne font pas de mal. Oui. Voilà. Oui. Avec des questions autour, par exemple, des labellisations. Il y a un label qui s'appelle le label Planet Score. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Qu'est-ce que c'est ? Comment on l'obtient ? Il y a beaucoup de labels. Le label Planet Score, c'est un label qui a été créé il y a assez récemment, il y a 3 ans, par des scientifiques et des experts. Et donc, c'est un organisme indépendant qui évalue les process de fabrication des produits alimentaires, donc pas seulement du vin, mais de tous les produits alimentaires, et qui veut savoir, qui s'est basé sur les attentes du consommateur. Et il y a eu des enquêtes qui ont été faites, et les consommateurs ont dit on voudrait savoir si les produits que l'on consomme ont des pesticides ou non. Bon, en fait, ça veut dire est-ce que c'est bio ou pas bio. Est-ce qu'il y a, dans le process de fabrication, est-ce que ça favorise la biodiversité ? Et là, pareil, dans la fabrication du vin, à la vigne, il y a plein de façons de développer la biodiversité. Nous, on fait du vitivastoralisme, on a des brebis qui passent dans les vignes, on a des couverts végétaux, on a planté des haies, fait de l'agroforesterie pour restaurer les écosystèmes, pour faire revenir les chauves-souris qui mangent le démice. Voilà. Et puis, le Planet Score évalue aussi l'empreinte carbone. Les consommateurs ont dit on voudrait savoir si, dans le process de fabrication des produits alimentaires, quelle est l'empreinte sur le climat ? Est-ce qu'on fait attention ? Est-ce que le processus permet de moins consommer d'énergie, de faire attention à l'eau voilà. Donc voilà un label, il y en a plein. On s'y perd un peu. Moi, en tant que consommateur, j'avoue que je m'y perds un peu. Est-ce qu'il faudrait simplifier les labels pour se dire, voilà, il y a un seul label qui dit c'est bio ou c'est pas bio, tout simplement. Aujourd'hui, quand même, vous avez pour moi, en tout cas, plein de labels, mais il y a des labels qui sont reconnus et qui, on va dire, touchent plus les consommateurs. Aujourd'hui, le label bio ou le label Déméter, par exemple, pour la partie biodynamie, sont des labels qui touchent plus. Après, il y a plein de manières de le faire, et donc il y a aussi d'autres labels qui permettent de rentrer un peu plus en précision, parce que le bio, vous avez plein de manières de faire du bio aussi. Donc, en fait, d'avoir des choses un peu plus précises. Et pour rebondir sur ce que disait Anne, c'est que ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu de retourner dans un bon sens paysan d'autrefois. Donc, autrefois, d'avoir vraiment cette pluriculture et du coup, de rendre le sol plus vivant. Tout le monde, aujourd'hui, cherche à rendre le sol plus vivant, éviter l'érosion, faire de l'enherbement, capter plus l'eau, qui est vraiment les challenges de demain. J'allais y venir à ce défi de l'eau. Et je reste avec vous, Lorraine Odo, parce qu'il y a le contexte de réchauffement, il y a des régions, peut-être d'ailleurs celles dans lesquelles vous travaillez, de stress hydrique majeur. Est-ce que vous réussissez à utiliser moins d'eau pour produire vos vins ? Est-ce que c'est possible, tout simplement ? C'est possible, et c'est ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, vous avez une agriculture qui s'appelle le dry farming, donc c'est plus du tout d'eau ajoutée. Donc c'est vraiment, on va dire, que les précipitations naturelles. Et donc nous, aujourd'hui, on
tend pour aller vers ce modèle-là. En fait, on apprend aux plantes à aller chercher leur source d'hydratation le plus profond possible, quoi. Exactement, parce que les vignes, si vous leur donnez beaucoup d'eau, c'est comme vous, si on vous donne plein de médicaments ou plein de choses, vous avez un système immunitaire qui va être moins fort. Là, si on vous donne moins d'eau, la plante, elle va aller vraiment en profondeur. Après, il faut qu'il y ait de l'eau en profondeur, hein, on a besoin de l'eau. Donc aujourd'hui, après, vous avez pour nous, les problématiques, elles sont très différentes d'un vignoble à l'autre. Par exemple, à Sancerre, on a eu une année où il y a eu énormément d'eau. Donc, comment gérer ce surplus d'eau? C'est sûr que Sancerre, Sicile, vous n'avez pas exactement les mêmes écoutez, détrompez-vous, parce qu'en Sicile, ce que je disais tout à l'heure, il y a eu 2-3 ans, on a eu beaucoup de pluie au mois de juin. Donc, on a eu des phénomènes de mildiou, où la Sicile est quand même très étrangère à ces phénomènes-là. Mais c'est vrai qu'on va dire, en Sicile, normalement, on a beaucoup moins d'eau. Est-ce qu'il y a il y a la question du partage de l'eau, hein, qui est une vraie question, qui se pose déjà aujourd'hui et qui se posera encore plus dans l'avenir. Voilà, est-ce qu'on est prioritaire quand on produit du vin? Vous voyez ce que je veux dire? Nous, dans l'Aude, on a eu depuis 2 ans 600 mm d'eau, ce qui correspond en fait à une année normale. Donc en fait, on est à 50% de l'eau de pluie reçue. Donc on est obligé effectivement de la gérer. Et il y avait des organisations qui ont été faites au 19e siècle de canaux d'irrigation qui existent. Et aujourd'hui, évidemment, l'eau est contingentée et c'est bien, et c'est nécessaire. Et évidemment, on fait très attention dans la vigne et dans le chai aussi. Donc il y a des revêtements qui sont plus facilement lavables, qui consomment moins d'eau. Et puis il faut récupérer l'eau aussi dans le chai. Donc il y a beaucoup de points d'attention. Mais est-ce que vous avez déjà été confronté, alors il y a l'histoire des bassins versants, je ne retrouve plus le nom de l'administration qui est chargée de les gérer, mais un message très clair qui consiste à dire non, vous n'êtes pas prioritaire, vous n'aurez pas d'eau. Non, dans l'Aude, ça ne nous est pas arrivé. Non, ça ne nous est pas encore arrivé. Mais il faut s'y préparer. D'une certaine façon, ça peut arriver. La vigne, la viticulture, c'est la culture principale. Oui. Et donc, ça veut mais dire si on doit un jour choisir, si on doit un jour choisir entre les consommateurs, les citoyens, de l'eau au robinet tous les jours pour faire leur cuisine ou se laver, et la viticulture, le choix sera fait. Vous voyez ce que je veux dire? Évidemment. Question sur les choix de logistique, parce que ça aussi c'est très important. Quel choix vous êtes en train de faire ou vous avez fait pour réduire finalement l'impact carbone d'une série de propriétés comme les vôtres? Nous, déjà, alors, ce qu'on regarde, c'est que toutes les bouteilles qu'on utilise sont produites localement, parce que acheter des bouteilles en France pour les faire traverser dans le monde entier, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, vraiment, c'est ça. Sur les bouteilles, nous, on a regardé à prendre des bouteilles plus légères, qui donc consomment moins. Après, il y a le sujet, moi, on va dire, qui est un sujet que j'adorerais un jour percer, qui est le sujet du recyclage des bouteilles, parce que c'est un vrai sujet. On voit qu'il y a pas mal de pays qui y arrivent. Et en France, je pense qu'on est en train d'avancer là-dessus. Donc aujourd'hui, nous, la logistique, c'est vraiment les bouteilles, regarder, on va dire, toutes les matières sèches, aller vers, par exemple, des bouchons avec des lièges naturels, des lièges fait localement, et donc on regarde, on va dire, tout ça pour essayer d'avoir un impact la moindre possible. Merci beaucoup à toutes les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Start-up. Smart Ideas, notre rubrique Start-up avec Benjamin Sebaoun. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Revali, ou Revali d'ailleurs, vous dites comment? Revali. Revali, créé en 2023. Avec quelle idée? La première idée, en fait, c'est que je me suis rendu compte sur chantier qu'on jetait énormément de déchets. 70% des déchets produits en France viennent du monde de la construction. Donc l'idée de Revali, c'est de pouvoir diminuer les déchets de chantier et de réutiliser les matériaux. Parce que sur tous ces déchets, on a énormément de matériaux qui peuvent encore avoir une seconde vie. Donc l'objectif de Revali, c'est d'accompagner les entreprises de construction dans leur démarche de réemploi. Avec quel service? Qu'est-ce que vous proposez? Donc concrètement, nous, on est une société de services, et donc on vient mettre en relation les entreprises de construction avec des fournisseurs de matériaux de réemploi pour leur faciliter la tâche sur toute la recherche et surtout la sortie d'exutoire. En fait, on travaille sur 2 activités. La première, se sourcer et trouver des matériaux. Concrètement, on a des entreprises qui doivent et qui ont des objectifs réglementaires pour aller mettre des matériaux qui
déjà eu un premier usage. On peut parler de sanitaire, de lavabo, de faux plafonds, de moquettes, mais aussi lorsqu'on va déconstruire, déposer des matériaux, orienter ces matériaux vers non pas la déchetterie, mais des filières de reconditionnement et de réemploi. Donc c'est vraiment un changement d'état d'esprit, de logique économique, en partie poussée par la réglementation. Est-ce que l'inflation subie par le secteur du bâtiment, pas seulement, mais notamment par le secteur du bâtiment, c'est un accélérateur pour vous? C'est-à-dire que c'est aussi une façon de faire des économies, d'utiliser le réemploi? Totalement. Alors, oui et non. Ça va dépendre des typologies de matériaux. Et sur des matériaux, on va faire des économies jusqu'à 20, 30, 40%. Tout dépend de la qualité des gisements qu'on va pouvoir trouver. Sur certains matériaux, le réemploi est à ISO-coût, voire plus cher, mais il y a un vrai gain carbone. Bien sûr. Donc derrière, comme le réemploi, ça coûte zéro dans l'économie carbone et dans l'analyse du bâtiment, la réalité, c'est qu'on se retrouve avec du gain. Ouais. Ces obligations légales, justement, on en est où? Quel pourcentage de matériaux de réemploi doivent-ils utiliser? Alors, la réglementation environnementale de 2020 a fixé des objectifs progressifs de 2023 à 2025. Donc là, on vient de rentrer dans un nouveau seuil. On a, sur les chantiers maintenant qui débutent, un minimum de 5% de matériaux de réemploi. Je dirais que c'est pas encore assez, qu'il faut quand même accélérer. Il ne faut pas aller accélérer trop vite parce que les filières aussi ne peuvent pas débiter les nombres de matériaux. Donc ça se structure. C'est intéressant. Il y a de plus en plus d'entreprises, d'architectes, de maîtrise d'ouvrage qui sont moteurs. Et donc, nous, on vient aussi s'ajouter dans toute cette démarche pour faciliter les démarches de réemploi. Oui. Alors, je disais changement d'état d'esprit, mais ça veut dire aussi, parce qu'il y a sourcer, trouver des matériaux de réemploi, et puis il y a aussi que faire quand on est sur un chantier de ses propres matériaux, le tri, transformer des déchets en ressources. Est-ce que c'est en cours, ça? Est-ce que vous avez, quand vous allez chercher des nouveaux clients, des gens qui disent oui, ça y est, il faut vraiment qu'on s'y mette? Concrètement, la plupart de nos demandes aujourd'hui, alors qu'au début c'était vraiment sur le sourcing, c'est j'ai des matériaux qui sont encore en usage, des sanitaires. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? J'ai pas envie de les jeter. Et ça, c'est des signaux qui sont hyper forts parce que ça nous motive et nous dire que nous, on est dans la bonne voie. Donc autant y aller. Et en fait, on se rend compte que quand même, ça reste un public qui est plutôt jeune, généralement, qui vient nous demander. Mais c'est en train de se démocratiser et ça se facilite. Mais ça suppose de s'organiser différemment aussi sur les chantiers, de faire un tri au fur et à mesure qu'on détruit un bâtiment ou une partie de bâtiment pour le reconstruire, par exemple? Oui, forcément. Il va falloir faire une première analyse, venir analyser, regarder dans le chantier les matériaux qui peuvent être utilisés et ensuite, après, faire une dépôt soignée parce qu'on ne va pas déposer de la même manière des matériaux qui vont partir en déchetterie. Généralement, sur chantier, le tri est quand même vraiment bien réalisé maintenant sur chantier. C'est plus trop un sujet. Le sujet, c'est de dire, voilà, on identifie des matériaux qu'on ne va pas envoyer à la déchetterie, mais qu'on va envoyer vers des filières de réemploi. Et ça permet là aussi de faire des économies? C'est-à-dire que ces matériaux qu'on va intégrer à une filière de réemploi, ils rapportent de l'argent? Totalement. En fait, c'est des coûts qui sont évités, des coûts d'envoi en déchetterie qui sont évités, parce que les matériaux sont récupérés à titre gracieux généralement. Ils ne sont pas vendus? Ils peuvent être achetés. Ça dépend des types de matériaux et de la qualité et de la quantité. C'est encore justement un marché qui se développe. Et donc sur certains matériaux, c'est racheté à coût unitaire, au prix du mètre carré, voilà. Mais sur d'autres, des entreprises viennent les récupérer gratuitement, ce qui sont d'ailleurs des coûts évités pour les entreprises de construction pour l'envoi en déchetterie. Merci beaucoup Benjamin Sebaoun. Bon vent à Revaly et à bientôt sur Be Smart for Change. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.